Quel adversaire sera en face de Mahamadou Issoufou lors du second tour au Niger le 20 mars prochain? Le candidat Hama Amadou affrontera-t-il le président sortant Issoufou comme cela était prévu à l'issue du premier tour? La question se pose depuis mardi, depuis que la coalition qui soutient l'ex-président de l'Assemblée nationale du Niger a décidé de suspendre sa participation au processus électoral. Quelles sont les conséquences de cette décision et quels sont les scénarios possibles? Pour en parler, nous recevons Maître Eric Emmanuel Sosa. Il est avocat au barreau du Togo. Nous le retrouvons pour aller un peu plus loin. Juste après cet élément de reportage, il est signé Fafali Lac. En annonçant son retrait du processus électoral, l'opposition nigérienne a provoqué une vague de réactions au sein de la classe sociopolitique. Pour le parti au pouvoir, cette suspension cache mal la faiblesse de l'opposition à quelques jours du second tour du scrutin. Faux, retorque la COPA, qui justifie ce boycott par l'absence de proclamation officielle des résultats du premier tour, accusant le régime de fraude. Toute situation qui pourrait déboucher sur le début d'une grave crise, prévient la société civile. C'est une crise qui s'installe dans le pays. Et une crise politique n'est pas quelque chose qu'on peut souhaiter. Et du reste, nous, organisation de la société civile, depuis le début de ce processus, nous avons fait pas mal de déclarations, de prises de position pour attirer l'attention sur la nécessité de conduire ce processus-là de façon transparente, inclusive, etc. et éviter au pays de nouveaux problèmes. Alors que la COPA 2016, la coalition qui soutient Mahamadou toujours emprisonné, et le parti au pouvoir du président Mahamadou Issoufou continue de se jeter la balle, la population, elle, semble désemparée. On a des angoisses quand même, je peux dire. Des angoisses parce que ça fait à peu près peur. Hein. Les responsables qui sont eux, qui sont les responsables, et voir que bon, de nos jours quand même, ils sont là, se chamaillent entre eux, les vieux peurs. Deux partis quand même, ils se sont là, se chamaillent. Nous, la jeunesse, qu'est-ce qu'on peut dire? Conformément à une alliance signée avant le premier tour, la COPA 2016, coalition de l'opposition pour l'alternance, qui comprend les principaux opposants, s'est unie autour d'Amamadou qui a obtenu 17,113% des suffrages lors du premier tour derrière le président Mahamadou Issoufou qui a frôlé la victoire dès le premier tour avec 48,43%. Avec le retrait de la COPA au deuxième tour de l'élection et le maintien de la justice nigérienne de Hama Amadou en prison pour une affaire controversée de trafic d'enfants, l'espoir de beaucoup semble parti en fumée. Merci, cher Maître Eric Emmanuel Sosa, de participer à cette émission. Comme on vient de le voir dans ce petit élément de reportage, est-ce qu'on peut considérer le Niger comme en crise aujourd'hui? Oui, effectivement, le Niger est en crise parce que nous avons des acteurs politiques qui, à défaut de prendre leurs responsabilités, ont décidé d'amuser la galerie dans le genre le plus ubuesque qui soit, parce que en réalité, c'est l'opposition politique nigérienne qui fait défection, et la démocratie nigérienne avait besoin d'autre chose que ça, et elle méritait en tout cas mieux que ça. C'est regrettable, mais bon, c'est comme ça. Nos hommes politiques nous habituent de plus en plus à des situations irresponsables. Et bon, on finit par s'habituer, mais il faut s'armer de courage pour combattre ces travers de la démocratie qui sont une sorte de caricature de ce que Maman appelle les gondouanaiseries, parce que là, on a la palme d'or de gondouanaiserie. Maman est nigérien, c'est un clin d'œil, je le salue, mais c'est fortement regrettable. Alors, la démocratie nigérienne est menacée? N'exagérons rien. Ces élections sont menacées. Bon, il y a un chroniqueur qui avait parlé d'inextétisme démocratique à voir au deuxième tour un candidat qui se trouve en prison. C'est vrai, mais néanmoins, bon, cette situation, elle a été voulue, mais elle n'est pas inextricable parce que la Constitution a déjà pourvu pour ce genre de situation. La Constitution nigérienne prévoit que quand un candidat est empêché, le candidat qui le suit, dans le rang de classement, vienne le remplacer. Et c'est la raison pour laquelle, sachant probablement, enfin, ayant présumé de ses forces, Seni Oumarou, qui est celui qui, normalement, devrait venir en rang immédiat, est en train de faire défection.
Alors, est-ce que aujourd'hui, est-ce qu'on peut considérer que la candidature de Hama Amadou est retirée? Parce qu'ils se sont retenus de participer aux activités de la commission électorale nationale indépendante de la CENI mardi dernier, je crois. Est-ce que, voilà, c'est acquis juridiquement? Est-ce qu'on peut constater que, voilà, par cet acte-là, ce refus de se présenter à la CENI et à participer à l'organisation logistique et technique des élections, est-ce qu'on peut considérer que c'est une défection qui justifie un retrait de son nom de la liste? Non, enfin, techniquement, non. Encore une fois, il faut bien voir ce que dit la constitution nigérienne et l'attitude de la classe politique. La classe politique veut forcer la main au régime en place, à la majorité présidentielle, pour faire relâcher le candidat Amadou, qui est actuellement en détention provisoire. Bon, la Constitution, elle fait fi totalement de la situation du candidat au moment où le scrutin est convoqué. Parce que, dans la réalité, ce que la Constitution exige pour être éligible, c'est simplement être nigérien, âgé d'au moins 35 ans, jouir de ses droits politiques et civils. Alors, est-ce que Hama Amadou jouissait de ses droits? Absolument. Il en jouissait au moment où il a déclaré sa candidature. Bon, être en détention provisoire ne veut pas dire qu'on est déchu de ses droits politiques et civils. La détention provisoire est encore, à mon avis, disons que c'est une séquence de la procédure pénale qui ne présume en rien de la culpabilité. Mais elle est justifiée ou pas en fonction des circonstances, parce qu'on veut s'assurer de la présence de la personne détenue à titre provisoire. Bon, dans le cas présent, effectivement, il serait totalement inenvisageable de voir un candidat à l'élection présidentielle admis au deuxième tour se dérober de la justice, se dérober à ses obligations dans le cadre d'un contrôle judiciaire ou, en tout cas, carrément prendre la fuite. Au nom du jeu démocratique, au nom de l'égalité des chances à compétir dans une élection, est-ce qu'il ne fallait pas le remettre en liberté pour qu'il puisse battre campagne sur le terrain? Écoutez, encore une fois, ne mélangeons pas les choses. Il a été dans la même situation au moment où il s'est présenté au premier tour. Il a pu battre campagne, il est arrivé second quand même, ce n'est pas rien. Avec 17%, avec 17%. Très en retard. Très en retard derrière le premier, qui est le président sortant. Qui a eu 48,83%. 30 points les séparent, c'est vrai. Mais il est quand même arrivé deuxième. Alors, ces 30 points, là, est-ce qu'on les mesure à la présence sur le terrain de Mahamadou Issoufou, qui lui a eu le temps d'aller dans ses fiefs, d'aller faire campagne? Écoutez, d'autres candidats, pas des moindres, étaient en liberté et ont fait campagne. Ils n'ont pas pu faire plus que 12%, enfin celui qui suit directement, je crois. Seni Oumarou a fait 12 et quelques. Maman Ousmane, qui était ancien président, ce n'est pas rien. Il est quand même à la tête de l'un des partis les plus vieux du Niger. Ce parti existe depuis Séné Kounché. Il n'a fait que 6%. Ils étaient en liberté. Donc vous voyez, ça n'a rien à voir, le fait d'être en liberté, de battre campagne et d'être en position éligible. Alors, son retrait des activités de la CENI et de toute l'organisation des élections, est-ce que ça peut d'éteindre, poser un problème de crédibilité à l'issue du processus? C'est justement l'impression qu'ils veulent créer, c'est-à-dire saboter psychologiquement la sincérité du scrutin dans l'esprit de la communauté internationale et aussi donner à croire que ces élections se sont passées dans des conditions qui ne satisfont pas les standards de démocratie électorale. Mais je pense que, à mon avis, ils ont fait là un très mauvais calcul parce que, vous savez, le Niger, disons, en comparaison à beaucoup d'autres pays d'Afrique francophone, a quand même à chaque fois fait preuve d'un grand dynamisme démocratique et les élections au Niger ont toujours été à peu près bien régulières. Et cette fois-là, le premier tour a été, à mon avis, d'une grande correction parce que quand même, il faut se dire que sous d'autres cieux, on se serait débrouillé pour que le président rattrape le 1,5% qui l'éloignait du un coup KO. Mais il a joué le jeu complètement. Il a été le plus fair-play possible
en acceptant d'échouer à 1,5 point du premier tour, enfin d'un succès au premier tour. Donc, vous voyez, on ne peut pas, après cela, venir dire que ces élections sont entachées d'irrégularité et que la majorité présidentielle aurait essayé de tirer la couverture à soi. Non, ce n'est pas crédible. Alors, parti comme c'est parti, est-ce qu'on s'achemine vers une victoire KO du président sortant sur tapis vert? Mais parti comme c'est parti, oui, parce que dans tous les scénarios possibles, que ce soit Hama Amadou qui soit au final candidat au deuxième tour, ou un de ses suivants qui le remplace et supplée, Seni Oumarou, ou Mahaman Ousmane, ou encore Ibrahim Yacoubou, dans tous les cas de figure, je pense qu'il est donné gagnant. Pourquoi? Parce qu'il est arrivé seul à 48%, et aujourd'hui, il y a quand même une coalition très forte de partis politiques extrêmement crédibles qui ont déjà remporté un nombre important de sièges aux législatives qui le soutiennent. Alors, une opposition émiettée, même au sein de la COPA, quand on fait l'addition de toutes les voix qu'ils ont représentées au premier tour, ils n'arriveront pas à, disons, passer le gap qui les sépare de la majorité présidentielle. C'est probablement la raison pour laquelle, sachant qu'ils allaient être battus à plat de couture, ils ont décidé de faire diversion en créant cette situation ubuesque dont on parle. Est-ce que la diversion, c'est par exemple la loi électorale? On sait que la loi électorale nigérienne prévoit qu'en cas d'impossibilité, d'incapacité du qualifié de l'un des candidats, voilà, c'est l'article 48. Le candidat suivant qui suit Seni Oumarou dans le cas d'espèce, lui qui probablement, patron de la COPA, qui ne va pas se présenter. À la suite, c'est Mahaman Ousmane dont vous parlez également, qui normalement, théoriquement, vont tous refuser. Donc, est-ce qu'on s'achemine vers un duel qui n'aura pas lieu? Oui, c'est à craindre, effectivement, parce que bon, là, on se perd en conjecture, on ne sait pas ce qu'ils vont pouvoir faire. Pour l'instant, ils ont... Nous sommes à 10 jours de 10 jours. l'élection. Ils ont refusé de participer aux travaux, mais ils n'ont pas encore dit de façon catégorique qu'ils renoncent à l'élection. Ils se sont retirés du scrutin, de la préparation. Ils ne sont pas encore retirés du scrutin. Ils ne sont pas retirés du scrutin, ils se sont mis à l'écart des travaux. Bon, on verra. De la campagne. Il faut espérer que les jours qui viennent vont les inspirer un peu mieux et qu'ils auront le sens civique et patriotique un peu plus développé et qu'ils reviendront à des sentiments beaucoup plus nobles. Alors, si l'opposition décide de faire, on est dans la politique fiction, hein, si l'opposition, les membres de la COPA décident de ne pas se présenter du tout, on pourrait se retrouver face à un scénario encore plus ubuesque où le président Mahamadou Issoufou serait en face un de ses soutiens. Ah oui, bon, d'accord, si c'est Ibrahim Yacoubou. S'il faut aller par jeu de domino un peu. Oui, mais bon, alors, effectivement, à ce moment-là, ce sera juste un candidat alibi. Le jeu est déjà fait, parce que s'il est un de ses soutiens déclarés, on le voit mal en train de faire campagne contre lui au deuxième tour. Avec quelle crédibilité? À partir de ce moment-là, il n'est qu'un candidat alibi. Là, ce serait une véritable marionnette. Et je ne pense pas qu'il a envie de jouer ce rôle-là. Alors, légalement, les candidats ont 72 heures après la proclamation des résultats du premier tour pour se désister. Il a jusqu'à jeudi soir, aujourd'hui. Oui. Aujourd'hui soir. Oui. Est-ce que vous pensez que les choses vont... Dans quel sens vous pensez que les choses vont évoluer? Une fois que le délai aura expiré, c'est terminé. Il ne peut plus se désister. S'il s'est désisté ce soir, alors, à ce moment-là, automatiquement, en respectant les dispositions de l'article 48 de la Constitution nigérienne, c'est Seni Oumarou qui devrait être appelé à le remplacer. Bon, on verra ce qu'il décidera. Pour l'instant, vous savez, les rodomontades de politiciens à la veille d'un scrutin, on a tous vu ça. Hein. Ce n'est pas forcément parole d'évangile. Alors, Hama Amadou, c'est un prisonnier de droit commun ou un prisonnier politique? Votre avis, hein, maître? C'est un prisonnier de droit commun. Vous savez, à l'instar d'un voleur de poules, il est en train de subir les rigueurs de la loi pénale nigérienne, tout simplement. Écoutez, c'est quand même inédit d'avoir un candidat sur qui pèsent des accusations très graves et qui pourrait éventuellement, si les faits sont confirmés et les charges étayées, se retrouver poursuivi pour un fait qui a une qualification criminelle. C'est quand même extrêmement grave.
Alors, vous savez, le délit de supposition d'enfant, ça c'est l'aspect délictuel, mais le trafic international d'enfants, c'est criminel. Alors, vous savez, je ne connais pas ce dossier dans le détail, je ne peux rien en dire. Mais pour l'instant, il jouit encore de la présomption d'innocence. S'il veut jouer le jeu politicien jusqu'au bout, il pourrait tout au moins dire « Ok, je veux être président de la République, je fais encore confiance à la justice de mon pays. » C'est le respect dû aux institutions lui impose, dans le respect du jeu démocratique, d'aller aux élections et d'aller jusqu'au bout du processus. Comme il a fait un premier tour en étant emprisonné, il va au deuxième tour en étant emprisonné. C'est une détention provisoire. Il lui appartient de faire une demande de mise en liberté et de laisser le système judiciaire apprécier sa demande, et à ce moment-là, on avisera. Mais ce n'est pas ce qu'il fait. Et ce n'est pas la solution que ses avocats ont décidé pour lui. Alors, bon. Alors, qu'est-ce qui explique, selon vous, les réticences de ces avocats à introduire cette demande de mise en liberté? Mais je crois que... C'est un calcul politique, c'est juste une victimisation, stratégie de victimisation. Parce que, vous savez, malheureusement, il ne suffit pas d'être allé en prison pour avoir un destin de Mandela. Si c'est ce qu'ils croient, à mon avis, ils se sont trompés. Parce que ces avocats, ils n'ont qu'à introduire les recours jusqu'au bout. Maintenant, ils rechignent à le faire. Mais il faut dire que lui-même a ce droit. Il aurait pu demander aussi, sans avocat, directement au juge, une mise en liberté. Il présente une demande de mise en liberté, elle est examinée. Bon, le 17 mars, il sera statué sur sa demande de mise en liberté. C'est vrai que ce n'est que 3 jours avant le scrutin. C'est un délai extrêmement court pour faire campagne. Mais je dis encore une fois, il a su faire campagne pour le premier tour depuis les cellules de Filingué. Il peut encore le faire pour le deuxième tour. Être arrivé deuxième devant des gens qui sont libres de tout mouvement, c'est quand même une prouesse. Moi, je salue ça. Alors, vu la lourdeur des charges qui pèsent contre lui, est-ce que la Cour constitutionnelle devrait valider sa candidature à la base? Oui, absolument. Parce que, encore une fois, et je le dis, les conditions d'éligibilité sont remplies en ce qui le concerne. Ce n'est pas parce qu'il y a une accusation qui pèse sur lui et qu'il est détenu à titre provisoire, qu'il est disqualifié pour être candidat aux élections présidentielles. Donc à partir de cela posé, il faut bien voir les choses, parce que là, quand même, on est en matière de politique et je pense que cela commande un minimum de décence. Il lui fallut s'abstenir et d'attendre de faire le clair avec cette situation pénale avant d'envisager son destin politique autrement. Mais vouloir forcer la main, parce qu'en fin de compte, il a pris la fuite il y a 1 an et demi en faisant supposer qu'on voulait attenter à sa vie, puis il est revenu opportunément au moment des élections pour dire, bon, si je reviens, on va m'arrêter, si on m'arrête, je suis un martyr, je suis un prisonnier politique, et donc ce statut-là va me permettre de rallier à moi beaucoup de sympathie électorale, et mon électorat s'en trouvera grandi. Il a vu quelle était la limite de cette stratégie. Alors aujourd'hui, venir dire qu'il est un prisonnier politique, non, c'est un prisonnier de droit commun. Et un voleur de poules au Niger aurait eu le même sort. Je ne vois pas en quoi quelqu'un, parce qu'il a été un homme politique éminent, Premier ministre, ce n'est pas rien. Et au moment des faits, il était quand même président de l'Assemblée nationale. C'était le deuxième personnage de l'État. S'il se retrouve ayant maille à partir avec la justice de son pays, le respect dû aux institutions eût voulu qu'il affrontât le sort judiciaire qui lui était fait. Mais il a préféré la fuite, mais c'est encore une stratégie de la fuite en avant, toujours. C'est dommage. Cela pose en fond une question qui est celle de l'adoption en Afrique, de la difficulté d'adopter dans les traditions. On n'a pas cette mentalité-là. Est-ce que c'est peut-être en voulant respecter la tradition qu'il s'est brouillé avec le code pénal, avec la loi? Un peu de ça, oui, parce qu'on peut imaginer que ce soit
sous la pression de la coutume qu'il ait cédé à cette Parce que c'est pratique courante solution. au Nigeria, dans certaines régions du nord du Nigeria, de vendre des enfants. Oui, c'est vrai. Et, Ce qui est légal de l'autre côté de la frontière. que ce soit légal, non, je ne pense pas que ce soit légal au Nigeria non plus. Hein. Dans tous les toléré. cas, non, mais c'est toléré par une certaine frange de la population, mais dans tous les cas, c'est réprimé aussi par les lois du Nigeria. Mais qu'on arrive à passer à travers les mailles du filet, en soudoyant tel douanier, tel officier d'état civil ou tel agent hospitalier, c'est possible. Mais ces choses-là ont des conséquences et à un moment donné, il faut avoir le courage de ces actes et les affronter. Alors, arithmétiquement, vous l'avez expliqué, c'est très compromis pour Ama Amadou. Si les reports vont se faire effectivement, il est assuré d'être éliminé, d'être battu au second tour. Absolument, mathématiquement oui. Alors pour vous, c'est la seule raison qui puisse expliquer pas la fraude. L'argument a été évoqué dans le petit reportage que nous avons suivi. Oui. La fraude... Oui, alors à chaque fois, c'est la même chose. Vous savez, on crie à la fraude. C'est juste des mauvais perdants. Oui, on est des mauvais perdants. À chaque fois on est sûr de perdre, on dit c'est perdu d'avance parce qu'ils vont frauder. Et on fait un procès d'intention. C'est-à-dire qu'en fin de compte, ce sont des gens qui pleurent avant d'avoir mal. Non, il faut arrêter ça, ce jeu-là. Il faut qu'à un moment donné, les hommes politiques africains décident de jouer franc jeu et d'enraciner la démocratie dans les mœurs. Mais à chaque fois, en passant autour et en faisant du superficiel, on ne permet pas à la démocratie d'être bien ancrée dans les esprits et dans les mentalités. C'est la raison pour laquelle on est à la peine. Alors, en entretenant artificiellement une crise politique au Niger, si je résume à grands traits vos développements depuis le début de cette émission, est-ce que Ama Amadou ne risque pas de fragiliser l'État nigérien face à des djihadistes, par exemple, qui sont dans le Sahel et qui menacent le pays? C'est là le problème, parce qu'effectivement, le Niger a besoin... Qui ne sont pas très loin, qui est frontalier avec le Mali et la Libye, des foyers du djihadisme dans la sous-région. Oui, c'est vrai. C'est la raison pour laquelle je proteste contre cette posture irresponsable d'une classe politique qui est totalement en défaut de patriotisme. Pourquoi je dis cela? Il faut quand même se dire une chose. Le Niger est confronté à beaucoup de dangers. Bon, on a la menace djihadiste, on a le Daesh, on a AQMI, on a Al-Morabitoun. L'État islamique en Libye également. Oui, absolument. Et Al-Morabitoun. Ils sont tous là et ils attendent à chaque fois de trouver une faille pour frapper. Et c'est le moment que ces gens ont trouvé pour semer le trouble dans l'esprit des gens et aussi pour fragiliser l'État, en fin de compte. C'est dommage. C'est dommage. Il devrait plutôt, en étant animé par un sentiment patriotique fort, se rallier et donner au pays sa chance devant le danger terroriste. Mais bon, là, malheureusement, il joue le petit jeu politicien. Parce qu'en fait, il faut se dire qu'au Niger, un peu comme un peu partout, en Afrique francophone, la politique, c'est un moyen d'accéder à la richesse économique. Donc, comme ils sont essoufflés financièrement, il faut absolument exister sur la scène politique pour espérer renflouer ses propres caisses. Et c'est la raison pour laquelle ils font tout ça. Alors, est-ce que vous faites confiance à la justice nigérienne pour dire le droit dans le cas d'espèce, dans le dossier qui concerne Ama Amadou? Parce qu'on le sait, dans beaucoup de pays, les politiques instrumentalisent la justice. Est-ce qu'on est en présence d'une telle situation au Niger? Rajul Mahmoud, je peux vous jurer que le Niger est l'un des pays qui jouit d'une justice véritablement indépendante. Je ne vais pas sortir la Bible. Franchement. Vous savez, la justice nigérienne est vraiment indépendante et elle a fait la preuve à maintes reprises de son indépendance par rapport au pouvoir politique en place. Et là, dans le cas qui nous concerne, qu'est-ce que vous voulez qu'il se passe? Aucune instrumentalisation n'est en cours. Écoutez, qu'on le prouve. Mais dans tous les cas, vous voyez, est-ce que le président Mahamadou Issoufou avait besoin d'instrumentaliser la justice pour battre
ses adversaires. Je ne pense pas que ce soit nécessaire. Et ce qui est sûr, son pari de passer dès le premier tour, le coup KO n'a pas marché. Oui, c'est la preuve qu'il a joué franc jeu. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. N'importe où ailleurs, mais ce 1,5 point là, on l'aurait rattrapé en bidouillant un peu les résultats et en stipendiant les membres de la CENI, en offrant je ne sais quel avantage ou quel poste ministériel à des gens pour qu'on vienne valider un scrutin où on est passé au premier tour. Mais il ne l'a pas fait. C'est un gage de sincérité électorale. Et c'est la raison pour laquelle, pour moi, je pense que il y a le soupçon, il n'a pas de fondement. Alors, est-ce qu'il ne faut pas craindre que dans cette querelle entre Ama Amadou et Mahamadou Issoufou, un troisième larron ne vienne dans l'ombre prendre le pouvoir? Est-ce que cette situation, cette crise artificielle que l'opposition entretient, ne participe même pas à cela, de forcer l'armée à faire irruption dans le jeu démocratique pour siffler la fin un peu des régimes civils? Oui, c'est ce qui est à craindre, effectivement, parce qu'au Niger, on a été habitué à cela, à ce que l'armée fasse irruption à chaque fois pour sonner la fin de la récréation, parce que la classe politique a donné un spectacle malheureux parce que là, ici, qu'est-ce qui se passe? On ratiocine, on essaye de trouver des arguments pédants pour justifier quelque chose qui n'est pas justifiable. Quand vous êtes perdant, point. Mais ils ne veulent pas accepter d'avoir perdu aussi facilement face à un adversaire politique qui est beaucoup plus fort qu'eux. Et on invente dans cette veine-là toutes sortes de choses pour discrédibiliser et discréditer aussi, décrédibiliser et discréditer, pardon, le pouvoir en place, mais il n'y arrive pas. Parce que, encore une fois, disons-le sincèrement, si toutes les élections en Afrique se passaient comme celles qui se sont tenues il y a quelques jours au Niger, je pense que la démocratie serait une réalité totale en Afrique francophone en tout cas. Alors, le Niger a prouvé qu'elle a une armée loyaliste et légale qui laisse le pouvoir aux politiques. Est-ce que Ama Amadou, se retrouvant dans une situation où il est en force, l'opposition est au vestiaire, lui laissant seul le terrain, est-ce qu'il ne pourrait pas, dans cette veine-là, s'il est élu, par exemple, s'il allait tout seul et qu'il est élu avec un score soviétique, il pourrait peut-être être tenté de modifier la Constitution? Vous voulez dire le président Issoufou? Le président Issoufou, pardon. Oui. Bon, en tout cas, en politique, on est à l'abri d'aucune mauvaise surprise. Mais bon, je ne vois pas pourquoi... Alors, il y a des convictions politiques, des convictions démocratiques ancrées? Chez le président Issoufou, je pense. Oui, parce qu'il faut voir son parcours politique. Bon, il a une véritable sincérité démocratique et il l'a démontré, et c'est la raison pour laquelle je pense qu'on peut lui faire crédit et lui prêter au moins des intentions nobles. Parce que tomber dans de pareilles bassesses... on est au Niger quand même, où Tandja Mamadou, son devancier, en ayant essayé de forcer la main, de tripatouiller la Constitution pour passer, pour faire valider un troisième mandat, a été déposé. Et Salou Dibo a fait un coup d'État, là, pour le coup, vertueux. Bon, il y a eu d'autres coups d'État au Niger qui se sont passés dans le... de Brahim Barima Nassara a été lâchement assassiné, ça c'est autre chose. Mais Barima Nassara lui-même, en faisant irruption sur la classe politique... L'armée a toujours été un acteur très présent dans la scène politique au Niger. Oui, absolument. Il y a une histoire très tragique, très mouvementée des militaires. Oui, mais enfin, il faut voir depuis le coup d'État à Mani Diori qui a amené Kounté au pouvoir, Barima Nassara... Oui. Après Maman Ousmane, justement. Bon, qu'est-ce que vous voulez? Ce passé-là a marqué les esprits et aujourd'hui, je pense que les Nigériens ont décidé de tourner la page définitivement et cette page-là tournée va permettre l'avènement d'une démocratie pleine et entière et bon, on aura de moins en moins à subir l'irruption des militaires sur la scène politique. Alors, Maître Éric Emmanuel Sosa, pour finir, quel est le scénario le moins pire pour le Niger? On est à 10 jours du second tour qui va avoir lieu le 20 mars prochain. Que Ama Amadou retrouve raison
retrouve raison et qu'il vienne affronter son destin électoral face à un président qui est donné vainqueur, ou que ces autres acolytes de la COPA ou quelques autres candidats puissent se tenir devant le président pour qu'on n'ait pas en face un président face à personne. Oui, enfin, le scénario le moins pire serait effectivement que, en tout cas, Hama Amadou se présente au deuxième tour. À défaut, Séni Oumarou se présente à sa place pour que le jeu démocratique puisse bénéficier de l'oxygénation nécessaire et qu'on ait un deuxième tour qui ressemble à une véritable compétition. Sinon, effectivement, ce sera un forfait. Et le président Issoufou aura gagné par forfait. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? On a beau amener son âne au marigot, pour autant on ne le fait pas boire. Merci, cher maître Éric Emmanuel Sosa, d'avoir accepté notre invitation et de participer de semaine en semaine au décryptage de l'actualité africaine et internationale. C'est la fin de ce numéro de décryptage. Merci à vous qui nous avez suivis. À très bientôt.